Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cher Sadibou Sidibé, vous avez suivi avec nous le document. Parmi les édifices qui ont été épinglés, est-ce que les propriétaires sont en conformité avec la loi? Oui, les propriétaires ont eu des autorisations dûment autorisées, parce qu'étant aussi détenteurs de titres de propriété. Je pense que je voudrais simplement revenir rapidement sur l'ambassade, le mur de l'ambassade de Turquie, qui a été autorisé par le ministre de l'Urbanisme. Moi, je pense que au terme de la loi sur le code de l'urbanisme, en son article 68, il est bien dit que les bâtiments publics, notamment, entre autres, devaient être autorisés désormais par le ministre en charge de l'urbanisme. Et nous avons considéré quand même que les ambassades, qui sont des représentations quand même qui sont régies par les conventions internationales, comme certaines représentations internationales qui sont là, devaient être assimilées donc, à ces bâtiments publics-là. Parce que, en réalité, c'est le devoir, en tout cas, de l'État, c'est des conventions entre États qui sont passées. Mais je crois qu'à soulever un tollé, et nous avons, dans la loi que nous avons proposée de révision du code de l'urbanisme, donc été assez précis pour dire que désormais les ambassades feront partie des bâtiments qui vont être autorisés par le ministre de l'Urbanisme. Par le ministère de l'Urbanisme. Alors, il y a des autorisations. Oui, Jean-Charles, je vais en venir. Tout à l'heure, on a parlé de nombreuses sessions, de nombreux morcellements qui ont été autorisés du temps de l'ancien régime. Mais nous avons, document à l'appui, remarqué qu'il y a des autorisations de construire qui ont été autorisées sous le régime actuel, c'est-à-dire en juillet 2012. Oui, mais les autorisations de construire, je dis, procèdent d'une réglementation. Lorsque vous avez un titre, vous déposez un dossier et vous avez les documents demandés, notamment le titre de propriété qui est le document assez important qu'il faut vraiment fournir avec les plans d'architecture. Que ce document soit obtenu cette année ou bien il y a 10 ans, mais nous avons le devoir de l'instruire comme nous avons instruit les autres dossiers pour donner les autorisations. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que l'ancien régime qui est en cause dans ce morcellement, dans ce saucissonnage de la corniche de Dakar. Il y a aussi des morcellements qui ont été autorisés, guidés par l'actuel régime. En tout cas, pour ces morcellements, pas à ma connaissance. Si vous me demandez au niveau des autorisations de construire, oui, nous avons instruit des autorisations de construire, mais se conformant à la réglementation aujourd'hui qui existe. Maintenant, qu'il y ait eu de nouveaux morcellements qui ont été faits récemment, en tout cas, ce n'est pas à ma connaissance. Mais tous les dossiers que nous avons instruits sont des dossiers qui, en fait, dont les détenteurs étaient propriétaires du terrain. Alors, vous pouvez rassurer les Sénégalais sur la légalité de ces emprises occupées par des promoteurs privés? Mais effectivement, c'est des autorisations de construire du moins, donc... non, je veux dire, je ne parle pas des autorisations de construire. Quand je parle de légalité, c'est en rapport avec la loi sur le domaine public maritime. L'hôtel Terrou-Bi, l'hôtel Le Virage, les morcellements du groupe Salama, l'hôtel Al-Harafi, ce sont des édifices qui sont en conformité avec la réglementation. Oui, ils sont en conformité avec la réglementation, sinon le ministère de l'Urbanisme ne l'aurait jamais autorisé. Je ne peux pas répondre sur les aspects techniques de délivrance des titres de propriété, mais en ce qui nous concerne, lorsque nous les avons instruits, quand même, toutes les pièces requises pour la délivrance d'une autorisation de construire étaient conformes. Alors, vous devez en amont, Isma... vraiment un problème. On va laisser Isma Touré avant de vous laisser conclure. Isma Touré, vous devez en amont vous assurer d'abord de la conformité avec nos lois et règlements. Est-ce que dans ce document, tous les sites qui ont été listés, est-ce que vous avez pris la peine d'en vérifier cette conformité? L'extension de l'hôtel Terrou-Bi, l'extension de l'hôtel le Virage, hein, est-ce que ce sont des édifices qui sont en conformité?
Parfaitement, madame. Parfaitement. Je crois que le collègue de l'urbanisme l'a bien dit. Nous sommes des fonctionnaires, des techniciens du droit domanial et foncier, excusez-moi. Qu'il s'agisse du Terrou-Bi ou bien de tout autre hôtel, ou bien des Radisson. Ce sont des édifices à utilité publique. Non, l'utilité publique, vous savez, c'est discutable. Je crois que l'architecte, M. Talin, il a dit. Le concept d'utilité publique, qu'est-ce qu'une utilité publique? Je crois qu'un hôtel concret qui crée des emplois, est-ce qu'on peut remettre en cause l'utilité publique? Tout déclassement est fait sur, disons, sur constat de l'utilité publique, déclaration d'une utilité publique. C'est-à-dire, on constate l'utilité publique du projet qui est, disons, du projet qui est, comment est-ce qu'on appelle, qui est envisagé, excusez la redondance, on le déclare d'utilité publique, et s'il y a lieu de le déclasser, on le déclasse. Mais ce que je peux vous dire, toutes les autorisations, bien une bonne partie des emprises, des occupations du domaine public maritime de la Corniche ont été faites en respect, disons, des dispositions du Code du domaine de l'État. Il n'y a pas de problème. Le Code dit que le domaine public maritime peut faire l'objet d'une autorisation d'occuper. Le Terrou-Bi, ce sont comment est-ce qu'on appelle, ce sont des établissements qui ont bénéficié en moment d'autorisation d'occuper, qui par la suite ont demandé le déclassement en application de l'article 19 du Code du domaine de l'État. On a déclassé, ils ont la transformation de ces baux en titres fonciers, des titres fonciers avec lesquels oui, ils ont pu, et on a les documents, ils ont pu lever pour certains 4 milliards, 10 milliards, 5 milliards ça, c'est normal. Auprès des banques. Ça c'est normal. Ça c'est un processus normal que vous accréditez. Vous, Madame Ndour, si on vous donne une autorisation d'occuper, parce qu'également, nous sommes en train de faire des fixations sur ces gens-là. Mais n'importe quel Sénégalais peut bénéficier d'une autorisation d'occuper une portion du domaine public maritime. Aujourd'hui, on est en train de parler de la Corniche, mais vous sortez, disons, de Yen à Joal Fadiout, ce sont des privés comme vous et nous qui occupent le domaine public maritime, pas seulement ces investisseurs. Et ce sont des gens qui ont des autorisations d'occuper délivrées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, et qui s'ils mettent, disons, pour occuper à titre précaire révocable, mais s'ils en font la demande, il y a une disposition, le document l'a montré, l'article 19 du Code du domaine de l'État autorise de déclasser. Donc si on déclasse, le bien n'est plus dans le domaine public maritime. Il est dans le domaine privé de l'État. Et à ce titre, l'État est libre d'y consentir un droit au bail ou bien un droit de propriété. Et c'est à ce titre que je vous dis que la plupart des occupations, pour ce que je connais en tant que technicien, la plupart des occupations sur le domaine public maritime, la Corniche, ont été faites en respect des dispositions du Code du domaine de l'État. Merci beaucoup. Alors, Abdoulaye Ndiaye, vous avez tout à l'heure soulevé les mouvements dont la nappe fait l'objet. Dans l'un des édifices incriminés, il a été démontré qu'on est à plus de 100 mètres de la distance autorisée par les textes. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Tout à l'heure, si vous avez bien compris ce que j'avais voulu évoquer, je disais que la loi dit que le domaine public maritime, c'est 100 mètres par rapport à la limite des plus hautes eaux. Alors, j'ai argumenté en faisant comprendre que les plans ont été faits à une époque donnée, où ceci a été respecté. Avec l'avancée de la mer, il se trouve que souvent, la mer arrive au niveau des titres, et même souvent avale certains titres fonciers. Donc, il est bon que les uns et les autres le sachent. Ça, c'est un. De deux, pour la question que vous avez eu à poser concernant les hôtels Radisson et autres, c'est des structures qui ont été régulièrement autorisées sur la base de baux qui ont été consentis par l'État pour des raisons bien déterminées. Et là, l'urbanisme est obligé d'autoriser. Pour revenir également, et ces autorisations-là ont été signées par les maires qui étaient là. Par les maires qui étaient en poste. Qui étaient là. Et même le maire actuel a eu à signer. L'actuel maire de Dakar. C'est la réglementation qui l'exige. C'est étudié par les services de l'urbanisme. Les dossiers sont soumis au maire et le maire est tenu de signer. Ça, il faudrait que les gens se le comprennent. Maintenant, l'autre problème, concernant les... Donc, vous voulez dire que le maire de Dakar fait preuve d'une indignation sélective? Ah non, je ne dis pas ça. Je dis que le maire de Dakar a eu à signer des constructions qui sont édifiées sur des parties qui ont été déclassées. Et ça c'est réel. Vous seriez maire, vous allez signer. Parce que vous n'avez pas d'opposition, parce que c'est la réglementation qui dit que
une fois que le dossier remplit certaines conditions, la signature du maire est apposée et c'est approuvé par le préfet. Ça, c'est la règle. Maintenant, à un moment donné, l'État a dit que, parce que l'État est souverain, et l'État a des engagements, parce que le théâtre national, par exemple, le monument de la Renaissance, à l'époque, mais le maire avait refusé de signer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait pas un acte de propriété. Vous comprenez aisément que si un maire, par exemple, refuse de signer pour un projet d'utilité nationale, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc l'État a bien fait de modifier cette article 68-là en prenant donc le soin de pouvoir autoriser ces constructions et les constructions d'utilité publique pour ne pas freiner les investissements. Avant, on parle de l'ambassade de Turquie, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade d'Espagne, mais toutes ces ambassades-là ont été autorisées par les ministres de l'époque qui étaient là. Parce que tout simplement, mais vous comprenez, pour des raisons de sécurité, les plans des ambassades là, mais ils ne les voient pas. Ils ne les donnent pas. Il faut qu'on se rassure. Et c'est des terrains qui ont été acquis et dont l'origine c'était le domaine public maritime. C'est le Club Med qui a été acheté par les Américains. Vous avez c'est à la limite des eaux. Est-ce que vous voyez? Mais quand on faisait l'autorisation là, mais vous pensez qu'on a épluché les plans, comme le plan de XY? Non, pour des raisons de sécurité, non. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. C'est-à-dire, ce que je comprends, c'est-à-dire il y a des coups déjà partis parce que ça c'était la politique de l'époque. Et comme l'a dit M. Sidibé tout à l'heure, que je sache, je n'ai pas eu vent de morcellement de grande nature du domaine public maritime avec le régime actuel. C'était fait avant. Et c'était fait à dessein. Parce qu'il fallait recevoir l'OCI, il fallait créer des sites d'accueil. Et ça, c'était l'autorité. Parce qu'actuellement, on est en train de préparer un site pour la France. Mais si jamais vous êtes informé d'occupation illégale de terrain, quelles sont les possibilités qui vous sont offertes en termes d'intervention? Mais on a des services de contrôle et mieux, on a la DESCOS, la Direction de la Surveillance de l'Occupation du Sol, où il y a des gendarmes pour donc faire le contrôle. Mais ce qui est évoqué ici, ce n'est pas des occupations irrégulières du tout. Du tout. Mais on a la possibilité, et on est assermenté, on a la possibilité de requérir les forces de l'ordre, de requérir même la puissance publique pour pouvoir freiner certaines choses. Mais les cas qui sont évoqués là, c'est des cas qui sont réguliers. Donc ce sont des cas qui ne frisent peut-être que la morale de non-initiés, par exemple. Que la morale de non-initiés, mais pour les initiés, ce sont des occupations légales en bonne et due forme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Charles. Jean-Charles, là, on est à un autre niveau de décision. Et si je suis bien l'argumentaire des techniciens, oui. Ils n'ont fait et qu'exécuter des procédures qui leur semblent... Moi, je voudrais poser juste une petite question préalable. Qui leur semble légale. Il y a une petite question préalable. Aujourd'hui, dans la Grande Niayes, il existe des titres fonciers. Il y a des gens qui sont propriétaires de terrains dans la Grande Niayes. Ils ne peuvent pas construire parce que c'est non édificandi. Si on applique la logique qui est dite actuellement, tous ces gens vont aller construire dans la Grande Niayes. Oui. Le fait de déclasser un terrain et d'avoir une propriété, vous avez votre propriété sur une zone qui est classée non édificandi, mes collègues de l'urbanisme ne me diront pas le contraire, vous n'avez pas la possibilité de construire ce que vous voulez. Quand vous avez votre propre terrain sur une zone où vous ne pouvez pas faire R+5, si vous venez avec un projet R+5, ils ne vous donneront pas l'autorisation de construire. Donc moi déjà, je me pose un premier problème. Le fait d'être propriétaire ne donne pas le droit de faire n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Et donc, je reste persuadé que si aujourd'hui, on reste dans cette logique, on va créer, comme dit mon collègue Ndiaye, des coups partis. J'aime pas ce terme, mais c'est le terme que nous utilisons entre nous. Et les gens qui sont propriétaires de titres fonciers dans la Niayes vont dire, mais moi, je suis propriétaire. L'argument, c'est, je suis propriétaire, j'ai un plan d'architecte. Donc, donnez-moi l'autorisation de construire. Donc moi, ça me pose déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte,
même sur la légalité. L'article dont on parle, l'article